Bonsoir, dans l'actualité ce soir, kidnappé le 5 décembre dernier à Conakry, le corps de Elhadji Abdourahmane Diallo a été retrouvé à Maferéa, préfecture de Forêt-Karia. Notre rédaction s'est intéressée à la reconstitution des faits. Les détails, c'est dans cette édition. Et puis la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine s'intensifie. Les acteurs impliqués dans cette lutte mobilisent davantage. C'est le cas des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie qui s'engagent dans cette lutte. Enfin, de nouveaux gardes forestiers pour protéger Dame Nature. Ces futurs conservateurs viendront renforcer les 2500 déjà déployés sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Forte émotion ce vendredi à la grande mosquée Faisal. Elhadji Abdourahmane Diallo, du nom de cet opérateur économique à la retraite, dont le corps a été identifié ce 9 mai, a eu droit à des hommages. Le chef de l'État s'est rendu à la famille mortuaire pour présenter sa compassion. Après, il s'est rendu au quartier Mankepa dans la commune de Kaloum, où il a présenté ses condoléances à la famille de feu Bafodé Sakho, un ancien footballeur et grand ami du professeur Alpha Condé. Mohamed Lamine Souma. La grande prière de ce vendredi saint 11 mai 2018 précède les premiers jours du mois saint de Ramadan annoncé pour la semaine prochaine. Au premier rang des fidèles musulmans, le président de la République, professeur Alpha Condé. En plein travaux de rénovation, la grande mosquée Faisal de Conakry continue d'attirer pour autant du beau monde. Et comme il fallait s'y attendre, le sermon de ce vendredi est essentiellement axé sur le caractère saint et sacré du mois de Ramadan. Nika tono bo sukoro tirela ade ke sababuli ala de hinaila nika naka bo sukoro tirela ade ke sababuli ala ni dumu kafari niki janto ala ba ko sukoro la ade ke sababuli tilakanga ko janama ba bari maru aya no sungula ile islama sungula yesu do men kala ye bara men kala sukoro tire kono ani sukaro su kono ya do be ala batulili Allahu akbar Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Nashkuru Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir accepté de célébrer la prière du vendredi avec nous, sa population de la grande mosquée Faisal. Nous le remercions très sincèrement pour ce acte. Parmi tout ce que vous êtes en train de faire pour l'épanouissement de la communauté musulmane, il y a la rénovation de cette grande mosquée, une rénovation qui avait tardé, qui a fait que beaucoup de musulmans avaient des difficultés pour célébrer leur culte dans cette mosquée. Mais grâce à votre persévérance, à votre implication personnelle, aujourd'hui ces travaux sont en train d'évoluer et vous êtes à remercier et nos prières vous accompagnent pour cela. Puis après, une cérémonie funéraire est organisée en l'honneur et pour la dépouille mortelle de feu Elhadji Abdourahmane Diallo, cet opérateur économique qui a été enlevé le 5 décembre 2017 à l'aube pendant qu'il se rendait à la prière. Selon ses ravisseurs, il est décédé le 19 décembre 2017 dans leurs mains. Sa famille a remercié le président de la République pour son soutien. si den juldema ɗo hande ko barki Allah makko ko sabuna ko ɓe waɗi kon hari koko suuɗi ko yiyetake ko barki Allah e hakkille jane Allah walle en hettuɗen fure on enen kadi en weltani kam c'est grâce à Dieu avec lui c'est quelque chose est cassé est complètement cassé
S'il n'y a pas un grand sauce, on ne peut pas le voir. Mais grâce à lui, avec son équipe, il a pu avoir les choses. Au nom du président de la République, El Hadj Abdraman Fofana a demandé à la famille du défunt d'accepter se remettre à la sagesse de Dieu. Rime mana ingara ina hamufa imera bohira amufa imera dira amufa himu hime muslimiyatan na ali metana mufa ba muslimiyatan fa umbara wonga kriye rume umbar bori rume ibar professeur tantu fe na hon khira fe na hambar na honguru na hanke ya bebe bar fala me re bara yudu bitungu fe na hankui ba fe na hon arabaka tana khay arabaka nyamanya na khanna arabaka bonso na khira homuga wala yara na fi ak bebe khanu man ya bana mu fira ma yangu nyina sama fi fadi amuki na khay afala naki amuki na khande amanya kun naki ha fe na kun ma yangu nyina nguma fora bana tan tubara fatu aw mo bokhi yaratinu wali al baraka fe na gongi ma semfe ala bar na sembe fiyama umbara fe na gongi bundo kulu amam bara fe na gongi makiri musum yara mi khina kham ba khira ya ghafi su alai umbara marki makhandi umbirin lanki furira kham ma fi matu di furi ala jebirimma amin umbara ala kham ngama khandi umma imam baratan tuiraba musum ya barakara professeur barakara won haga ala yara won hakulu ala nan nondi won hakulu benu loxoy xali ala tambara araba febirin wallahi benu loxoy xali ala fira bamane benu loxoy xali birin haga ko loxoy yara ala tan ala dara kiri wallahi dunya solution ana ala nan ala kiri birin haga ko la yara bo mbar ala xamam gama xandi mangena xambara fi umma mangena khambara ya mori aha muslimi ya bunti aha muslimi danku aha bira muslimi fora umbara mangama khandi fanni muslimi yana wallahi umbara margima khandi aha mangaya al khafa. Feu El Hadj Abdraman Diallo était âgé de 80 ans. Il sera inhumé dans sa préfecture natale d'Alaba ce samedi 12 mai 2018. Le chef de l'État s'est ensuite rendu au quartier Mankepa dans la commune de Kaloum, présenter ses condoléances à la famille d'El Hadj Bafodé Sako, décédé dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 mai 2018. Âgé de 80 ans, Bafodé Sako était un ancien footballeur international guinéen de la première génération, mais aussi un ami de longue date du président Alpha Condé. Agafa wongebu agafa yama ya bakrara nagan talori nagan beleri amalam bore nara aga citoyen nara kharamire nare ena me bore fani yakolo ma souffrance lerine khawonna traduit politiquement et là c'est au moment de la souffrance que les amis se reconnaissent, et politiquement c'est au moment de la souffrance qu'une population ou un peuple reconnaisse le véritable chef. Nana to famille nare amuri nu walsa alam mana fale be inu wali alam mana fale be ibravo parce que miriana isoni ibravo parce que na ala krana fari mirini ga yamara bolo ona la ngirima iga yamana mbelek logo fagati ba fureba mariage ba cérémonie ba baptême ba finda model yora figundi talo iyalangi ken ita yalanga dangi mutanfoni kendera ala kana simanu yala ifima italo maler na famille wafe mo tene na magoro naki mo magine na magoro naki mais fait minara e yaye na madundu parce que ina miskine ra dundu ina miskine yaye bayara mo na mema kara migira aligi yama loga itambara ba konto fille yama ibara ba garu yama ibara ba yaye yama ibara ba suni yama aw mubara la magandi sembe fe gata mu fala malogo na fo ala bansanga sembe adama yo sembe mu fala malogo na fo ala sembe alla me ya gino logo.
procès Alpha Condé a fait un tour dans le quartier Manquepa, entré dans les concessions pour saluer des familles très amies à lui. Le chef de l'État a terminé son contact direct avec la population de Kaloum à la mosquée de Boulbini. Là, il a rencontré son ami et frère Dakim Bor, un autre ancien footballeur de la première génération et compagnon de lutte. Ici et là, le chef de l'État a été vivement ovationné par la population de la commune de Kaloum. Justement, comment Elhadj Doura a-t-il été à l'évier? Qui sont ses ravisseurs? Hier, la gendarmerie nationale a procédé à la reconstitution des faits. Le film du drame, c'est dans ce reportage grand format signé Alpha Agaba, Alia Kamara. C'est ici, à l'aube du mardi 5 décembre 2017, que le vieux Doura a été enlevé. Les assaillants étaient au nombre de 5. Mamadou Diallo, le voisin de la victime, Mamadou Samba Bari, Zimbabwe, Oumar Bari, un militaire radié en 2002, et Sako, un élève de l'école nationale de la police qui détenait une arme de guerre. C'est dans le coffre d'une BMW des couleurs cendre que la victime est embarquée, direction Somphonia. C'est ici qu'on avait garé la voiture. Moi, je suis descendu, je suis devant ici. Zimbabwe et là, ils étaient là-bas. Donc, dès que le vieux est venu, ils ont pris le vieux, ils ont venu, ils ont fait... Quel rôle que toi tu as joué? Moi, j'étais en défense. Défense avec quoi? J'avais l'arme. Quelle arme? PMAK. Et moi, quand même, personnellement, j'ai entendu des bruits, mais c'était indistinct. Parce que la façon dont il criait, on ne comprenait pas si c'était une femme. En fait, le bruit n'était pas trop clair, vous comprenez. On l'a étranglé, je ne sais pas. Donc, je n'arrivais pas à saisir réellement qu'est-ce qui se passait. Somphonia, première étape d'un calvaire sans fin pour Elhadj Doura. Le 9 décembre, soit 4 jours après l'enlèvement, l'un de ses fils vient payer la rançon de $100 000 demandée par les ravisseurs. Le lendemain, au lieu de libérer la victime comme convenu, le groupe prend la tangente, direction Dubreka. Ici, lorsque moi, elle a envoyé le véhicule jusqu'à ici, bon, moi, je ne pouvais pas faire sortir le vieux parce qu'il est un peu plus gros. Voilà, c'est nous tous qui nous aidons ensemble. On a fait rentrer le vieux ici. Omar, Sako, moi, avec Zimbabwe, avec Tony, avec Ibro, c'est lui qui a pris ici. Dubreka ce dimanche 10 décembre 2017. Les ravisseurs et leurs otages débarquent d'abord dans cette maison en construction. Nous sommes dans le quartier Kenende. Le séjour dure 3 jours et commence à attirer des curieux. À la recherche d'un espace tranquille, le groupe s'est déplacé, passe une nuit dans une ferme avant de choisir un autre endroit au milieu de nulle part, juste pour se reposer. Le vieux Doura, excédé par tous ces déplacements, commence à montrer des signes de fatigue. Ils ont rencontré Elhadj. Il a demandé s'il y a une maison. Il y a des maisons, mais ce n'est pas des maisons en location. Ce n'est pas encore habité, tellement habité. Il a besoin d'une maison où il restait pendant 5 jours. Eux, ils viennent seulement passer la nuit de 8h à 16h, ils regagnent l'usine. La sous-préfecture de Mafereya, localité où habite Oumar Bari, un des présumés ravisseurs. Le groupe arrive au soir du vendredi 15 décembre avec le vieux Doura, dont les conditions de détention ne s'améliorent pas. Une première nuit passée dans la famille de Oumar Bari avant de s'installer dans cette case. Mardi 19 décembre, Elhadj Doura, diabétique depuis plusieurs années, commence à ressentir des malaises. Il est 12 heures. Mamadou Samba, qui passait toutes les nuits avec la victime, remarque la fragilité de la santé de l'opérateur économique et le signifie aux autres. Le lundi nuit, la vie a commencé de faire des hoquets. Après, le grand m'a demandé si le vieux est l'habitude. Bon, j'ai dit, ah, moi, c'est pas l'habitude avec moi. Depuis qu'il est venu ici, je ne l'ai pas vu avec les caractères comme ça. Après,
moi je l'ai dit, bon, s'ils n'ont pas cherché solution pour ça, moi je vais partir parce que je ne peux pas rester là-bas. Après, il m'a dit, bon, il va appeler ses amis, ils vont prendre disposition pour ça. El Hadj Doura est pris des hoquets. Le calvaire dure plusieurs minutes sans aucune attention de ses ravisseurs. L'instant d'après, silence radio. Mamadou Samba vient s'enquérir de l'état du vieux et constate qu'il ne bouge plus. El Hadj Doura venait de rendre l'âme. Le groupe est pris de panique et improvise une réunion d'urgence. La nuit, vers 23 h, ils se mettent ensemble et identifient cette forêt pour se débarrasser du corps. Un trou de 17 cm est creusé pour enfouir la victime. C'est ici qu'on a envoyé les vieux. On est nombre de 5 personnes. Ibro, et moi El Hadj, Mama Samba, et Sako et Omar. C'est ici qu'on a envoyé les vieux, derrière moi ici. Mais les mamans, on est tous. C'est pas dire que c'est moi-même, moi seul qui a créé ou bien c'est notre. On est tous, on a créé ici. On a mis ici, on est parti. Après cette opération, les ravisseurs décident finalement de se disperser. Si la gendarmerie nationale a réussi à épingler la moitié du réseau, d'autres sont toujours en cavale. Les enquêtes se poursuivent. Pour être plus complet sur ce dossier, El Hadj Abdourahmane Diallo sera inhumé demain dans son village natal de Bindi, préfecture de Dalaba. Dans le reste de l'actualité, le bateau médical et humanitaire Merci Ship sera bientôt à Conakry. Plus de 7000 patients seront traités gratuitement. Ce vendredi, une délégation de ce navire a rencontré la première dame. Compte rendu d'audience avec Maurice Sidibé. Cette délégation reçue par la première dame de la République est venue pour une mission préparatoire de l'arrivée du bateau Merci Ship à Conakry. Du mois d'août 2018 à juin 2019, ce navire médical et humanitaire va séjourner dans les eaux territoriales guinéennes pour offrir des soins gratuits à 7000 patients issus des familles démunies. C'est une vision du président de la République qui a permis justement de rapprocher les autorités de Merci Ship et leur dire que leur passage quand même en Guinée a marqué la population et que c'était important de renouveler ce passage. Les pathologies comme le bec de lièvre, la cataracte oculaire et tant d'autres maladies seront traitées par les médecins de ce bateau humanitaire. L'arrivée très prochaine de ce navire, avec à son bord 400 médecins, est un bel exemple de partenariat entre la Fondation Prosmi et l'équipe Merci Ship dans leur mission commune d'aider les personnes en situation difficile. Les conditions que nous allons traiter, ce sont des opérations de chirurgie maxillofaciale. Donc c'est des tumeurs au niveau du visage, du cou, des becs de lièvre, fente palatine, fente labiale. Nous faisons également des opérations gynécologiques pour les femmes, les opérations des fistules. C'est une condition qui est très difficile pour les femmes et ça c'est réparable. Donc nous faisons ça à bord du navire. Nous faisons des opérations ophtalmologiques, surtout des cataractes. Nous faisons également des opérations orthopédiques pour les enfants, des malformations des membres inférieurs. Et puis également des opérations de type général, des goitres ou des hernies ou des tumeurs de tissu. Il y a beaucoup de médecins qui vont arriver sur le bateau. Donc il y a une petite ville au port avec les médecins, les soignants. Donc ils vont accueillir près de 7000 patients en Guinée qui seront opérés. Donc là c'est un grand progrès, nous sommes contents. Nous leur souhaitons un bon séjour en Guinée et c'est sûr que je vais m'engager auprès d'eux afin que les populations des gens de l'intérieur soient bien soignées et qu'eux aussi se sentent chez eux et que ça se passe dans de très bonnes conditions. La sélection de 7000 patients à travers tout le pays se fait dans les régions de Mamou, Boké, Kankan, Nzérékori dans la zone spéciale de Conakry. La mission de Merci Ship en Guinée va s'étendre sur 10 mois. Elle fait suite à celle de 2012 qui a soulagé plusieurs patients. Espace Santé encore, la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine prend une nouvelle dimension. En plus des activités sur le terrain, les acteurs de cette lutte décident d'impliquer les étudiants dans ce combat. Par exemple, les étudiants de la faculté de médecine et pharmacie s'engagent dans cette lutte. Samara Tono.
La trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil est l'une des maladies tropicales négligées encore présentes en Guinée. Le littoral, notamment les préfectures de Forikaria, du Breka et Bofa, constituent les principaux foyers endémiques. Pour l'éradiquer, chargés des programmes de lutte, chercheurs et étudiants des facultés de médecine et de pharmacie partagent les dernières stratégies de lutte. Rien ne sert d'apprendre, de faire beaucoup de choses sans passer le relais aux jeunes générations. Et donc dans ce cadre-là, quand même, nous recevons des étudiants que nous formons dans le cadre de la lutte contre la maladie du sommeil. Et c'est normal quand même que sur l'invitation des jeunes, que nous venons là pour partager effectivement les informations que nous avons sur la lutte contre la maladie. Parmi les dernières stratégies développées par ces scientifiques et médecins figure la lutte antivectorielle axée sur l'élimination de la mouche CC, principal agent vecteur, et la recherche clinique. Ces techniques sont expliquées aux étudiants en vue de les mettre à contribution dans le combat. Il y a eu quand même des progrès très importants qui ont été réalisés, et en Guinée notamment. Alors il y a bien sûr, on a aujourd'hui des meilleurs outils pour le diagnostic de cette maladie, puisqu'on a maintenant des tests rapides, un petit peu comme ceux qu'on utilise pour le palu, qui permettent de sortir des malades, et donc ça c'est très bien. Nous avons appris dans les cours académiques en classe cette maladie, mais les informations nouvelles que nous avons été apportées par les différents chercheurs, à savoir surtout la lutte antivectorielle. Moi, je n'avais pas encore connu cette lutte antivectorielle, ça m'a marqué. Et surtout les écrans qui sont placés dans les zones qui attirent les mouches et qui parviennent à réduire la population des mouches CC. Et surtout encore les différentes méthodes de diagnostic qui nous avaient posées ici, surtout la biologie médicale, la biologie moléculaire. Ce sont ces aspects qui nous ont encore animés ce soir. Éliminer cette maladie dans le monde d'ici à 2020 est l'objectif que s'est fixé l'Organisation mondiale de la santé. Pour y parvenir, ces scientifiques proposent de diagnostiquer au moins 20 000 personnes dans les 2 prochaines années. Dans l'actualité également, la 6e session des décideurs africains sur l'inclusion financière a démarré hier à Conakry. Cadres des banques centrales et institutions de microfinance vont débattre des voies et moyens pour simplifier les mouvements financiers et bancaires à travers la monétique. Explication, Boubacar Ba. Cette table ronde des gouverneurs des banques centrales, représentants d'institutions financières et experts de la finance inclusive, est la première réunion de la nouvelle initiative africaine sur la politique d'inclusion financière qui succède à celle de l'AMPI sur la téléphonie mobile. Une volonté des dirigeants africains de rendre cette structure plus efficace et plus adaptée aux besoins des pays membres de l'Alliance financière inclusive, AFI. Membre de cette alliance depuis 2009, la Guinée a enregistré une avancée significative dans ce domaine. La 6e table ronde se tient au moment où la succession de l'AMPI s'est mise en place avec l'extension de la portée de l'initiative régionale au-delà de l'initiative de la politique de téléphonie mobile. Elle prend en effet en compte désormais des sujets tout aussi importants comme le financement des petites et moyennes entreprises, l'intégration financière des femmes, les politiques de financement de l'agriculture, la synergie entre les services financiers numériques et le secteur de la microfinance. L'expert de la BAD a dit la détermination de son institution à accompagner les décideurs africains pour vulgariser ces nouveaux concepts. Quant au secrétaire général de l'AFI, l'inclusion financière, facteur de développement, doit animer l'esprit de tous les acteurs financiers africains pour une meilleure intégration économique en faveur des populations. Le gouverneur de la Banque centrale du Mozambique, président de l'AFPI, a loué les efforts de la Guinée depuis les années 70, qui a joué un rôle important dans la formation des cadres de son pays. Encore jeune, très jeune en Mozambique, mon premier contact avec l'Afrique, hors le Mozambique, c'était avec les Guinéens, quand ils sont venus en 1975 pour nous aider comme profs et dans les domaines de la santé, comme infirmières et comme des docteurs. Ils étaient là à l'époque que les Portugais sont partis. On avait un vide dans tous les domaines et les Guinéens étaient les premiers qui sont venus pour nous porter de l'aide. Mohamed Youla a indiqué que son gouvernement mettra tout en œuvre pour faciliter l'inclusion financière en raison des avantages considérables qu'elle requiert dans la lutte contre la pauvreté dans nos États.
La FI avait raison de faire de l'inclusion financière sa priorité. Le gouvernement s'engage à ce que la mise en œuvre de la stratégie nationale de la finance inclusive mette un accent particulier sur la prise en compte des besoins de ces groupes marginalisés auxquels Monsieur le Président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, a dédié ce mandat. Nous sommes donc déterminés, en tant que nation, à faire ce voyage avec tout le monde vers un bonheur inclusif et partagé. Les travaux se poursuivront sur les barrières liées aux envois de fonds transfrontaliers, les problèmes de réglementation, les coûts liés à toutes ces données et l'élection du président de l'AFPI. 95 groupements de femmes viennent de bénéficier de la 4e remise de fonds d'appui à la valorisation du travail des femmes et filles défavorisées. Le montant s'élève à 2 milliards de francs guinéens. C'est une initiative de la COFIG, entendez Coalition des femmes et filles de Guinée. Safia Toukondé. C'est un chèque de 2 milliards de francs guinéens remis à 95 groupements de la coalition des femmes et filles de Guinée. Ce geste est la 4e remise du fonds d'appui à la valorisation du travail de ces femmes bénéficiaires venues de toutes les régions du pays. Chacune, selon son besoin, reçoit un montant remboursable sur une période déterminée. La présidente de la COFIG insiste sur le climat de confiance entre le partenaire Ecobank et ses groupements de femmes. Comme les précédents fonds, ces bénéficiaires promettent une bonne gestion de ce 4e et un remboursement total. Ce n'est pas la première fois que je reçois ce fonds. Ça fait ma 2e fois. Mais cette 2e fois, je vais essayer encore d'améliorer plus. Parce que déjà, moi, je suis dans le jus naturel et puis l'indigo. Je vais mieux améliorer par rapport à avant. Je travaille avec les femmes là dans le bas-fond. Et en même temps, je fais la transformation sur les produits locaux. C'est pourquoi j'ai dénommé mes produits Malakwe. Ça va accroître le chiffre d'affaires et les activités, les sources de revenus de ces femmes-là au village. Avant la remise de ces chèques, une formation a été organisée à l'endroit des 2798 femmes bénéficiaires. Ces échanges ont porté sur la possibilité d'accès et de remboursement des prêts, sur la bonne gestion du fonds et comment améliorer son activité économique. Nous en sommes à la 4e édition et jusqu'ici, je dois avouer que les remboursements n'ont connu aucune défaillance. Nous en sommes quasiment à 100%. Et cela est un motif de satisfaction qu'il faut saluer, qu'il faut souligner. Et c'est encourageant, c'est encourageant. Depuis 2012, la COFIG et Ecobank font un chemin commun. Le projet a permis l'autonomisation de près de 5000 femmes et filles à Conakry et à l'intérieur du pays. Les cadres des services déconcentrés et décentralisés des régions de Kankan et de Farana sont à l'école de la gouvernance locale. Pendant 3 jours, ces administrateurs territoriaux vont se pencher sur les techniques de recouvrement des recettes fiscales. Explication, Mohamed Lamine Kamara. L'université de Kankan ouvre ses portes au cadre des services déconcentrés et décentralisés des régions de Kankan et de Farana. Ces acteurs apprennent les meilleures techniques de gestion locale. Ils renforcent leurs compétences en matière de recouvrement des recettes fiscales à travers des guides et manuels qui seront mis à leur disposition. Au niveau, n'est-ce pas, des communes rurales, il n'y a pas tellement de transparence parce que les élus ne sont pas généralement mis ensemble avec, n'est-ce pas, l'autorité pour l'élaboration, n'est-ce pas, du budget, et l'exécution se passe alors de façon vraiment confidentielle. Et nous avons jugé nécessaire d'utiliser, n'est-ce pas, ce module qui porte sur le fisc et sur le guide des fiscalités pour la présence, n'est-ce pas, de ces différentes publics cibles qui sont les secrétaires généraux chargés des collectivités, les DMR, les COC et pourquoi pas d'ailleurs les chefs de section budget et d'autres. Ces cadres formateurs vont être outillés d'une approche de conception de recouvrement des recettes fiscales, un mécanisme permettant de mieux impliquer ces acteurs dans le processus d'encadrement des collectivités locales. Tout n'est pas d'aller au développement. Il faut avoir des ressources. Ces ressources, il faut savoir les trouver. Il faut savoir les mobiliser. Cet atelier va plancher là-dessus au niveau de ceux-là qui vont se charger de la démultiplication. Donc il s'agit de la formation des formateurs, n'est-ce pas, sur la fiscalité locale. Il s'agit donc d'un atelier important
Et nous en appelons à la ponctualité et à l'assiduité de tous les invités à cette formation, afin que les véritables bénéficiaires en soient demain nos collectivités locales. À l'issue de cette formation, ces participants seront désormais prêts à s'investir dans la qualification des acteurs de terrain pour la qualification de la gouvernance locale participative. Éducation avec le lancement du projet de construction de collèges modernes en Guinée, un programme sectoriel de l'éducation appuyé par les partenaires techniques et financiers en toile de fond à améliorer la qualité du système éducatif. La cérémonie de pose de la première pierre de ces infrastructures a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Abraham Christophe Conté, Bernard Tonguino. C'est le début d'un nouveau chantier de construction des 72 salles de classe pour les établissements scolaires de la capitale et des villes de l'intérieur du pays. Une action du programme sectoriel de l'éducation sous financement de la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la structure allemande KfW. Le projet vise à accroître la capacité d'accueil des écoles publiques. Nous sommes dans un fonds commun qu'on appelle le FOSEP. Donc, je lance aussi un appel aux entreprises adjudicataires de ces marchés de tout faire pour respecter le délai contractuel et de faire un travail de qualité. Nous sommes engagés à respecter le délai contractuel et exécuter l'ouvrage dans les règles de l'art. Oui, pour le moment, on n'a pas de difficultés techniques et sur le plan social. Tout va bien. Pour Conakry, 3 établissements bénéficient du projet. Le lycée Ahmed Sékou Touré du quartier Aviation, le lycée Boubacar Biro Diallo de Sangoya, la nouvelle école du quartier Foula Madina. Chacune de ces écoles sera dotée de 12 salles de classe modernes, équipées de laboratoires et autres commodités. Les villes de Mamou, Kankan et Zérékoré seront dotées chacune d'un collège moderne. L'État a le devoir régalien de donner gratuitement de l'enseignement à ses enfants. C'est dans cette logique que le président de la République nous mise pas sur les moyens pour créer des infrastructures d'une telle sorte. Mais ces collèges, c'est des collèges modernes, parce que c'est des collèges qui sont construits avec le laboratoire, avec des centres informatiques, les latines modernes, des salles de classe climatisées. C'est tout un luxe qu'on est en train d'offrir à la population. L'ouverture de ces différents chantiers a été précédée par une rencontre de partage de nouvelles orientations que se fixe l'enseignement préuniversitaire. Il s'agit notamment de l'élargissement de l'éducation à la base de 6 à 10 ans, la diversification des filières de formation au secondaire et le déploiement des inspecteurs de l'éducation dans les différentes régions pour l'évaluation du niveau de l'enseignement. Des réformes qui concourent toutes à la qualification du système éducatif. La lutte contre la destruction de l'environnement se renforce davantage. La formation d'une nouvelle équipe de gardes forestiers est en cours. Ces futurs conservateurs viendront ainsi renforcer les 2500 déjà déployés sur le terrain. Les explications avec Mamadou Alpha Baldé. Ils sont 200 et s'apprêtent à intégrer le corps paramilitaire des conservateurs de la nature. Durant 6 mois, ces cadres du ministère de l'Environnement apprendront les bases liées à la formation militaire. Ainsi, ils seront affectés à des missions de protection des écosystèmes. Pour accomplir parfaitement cette mission, les cadres et agents bénéficiaires de la présente formation doivent acquérir une discipline, une endurance et une attitude militaire. C'est pourquoi elle devient une nécessité. Je pense que ça, au-delà du discours, tout de suite après notre départ, vous allez le comprendre. Parce que dans les forces de défense et de sécurité, le socle de la réussite de nos missions et de nos attributions, c'est naturellement la discipline. Ils vont d'abord apprendre le sport, ça c'est pour être endurant. Ils vont apprendre le combat,
comment partir en brousse chercher les braconniers parce que ce sont des gens qui sont souvent armés. Donc nous allons les apprendre à utiliser les armes, à démonter, à remonter en cas d'incident de tir. Nous allons les apprendre également l'hiérarchie, c'est-à-dire les différents grades, l'ordre serré. Il y a assez de matières que nous allons les enseigner parce qu'il y a plusieurs groupes pédagogiques qu'on a au sein de l'école. À ce jour, environ 2500 éco-gardes sont déployés sur le terrain. Cependant, les pratiques de dégradation de l'environnement perdurent. Feux de brousse, braconnage et coupe abusive du bois par exemple, continuent dans bon nombre de localités du pays. Nous allons tous convenir que notre pays est en face d'une situation environnementale difficile, car les facteurs de destruction de l'environnement ont entraîné une évolution régressive marquée des ressources naturelles. Au regard des impératifs majeurs actuels liés à la préservation de l'environnement du pays, pour atténuer les effets pervers des pressions sans cesse accrues exercées sur nos ressources naturelles, la formation et le déploiement sur le terrain des conservateurs de la nature deviennent ainsi une impérieuse nécessité. Réveillée depuis 2011, l'efficacité du corps des conservateurs de la nature sur le terrain fait débat. Avec l'augmentation de ses effectifs, il entend améliorer sa couverture territoriale et mieux lutter contre toute forme d'agression de la nature. Les agressions du réseau routier se généralisent et prennent plusieurs formes en Guinée. Cela malgré l'existence d'une loi sur la protection du patrimoine routier. Cette semaine, les usagers de la route, le ministère des TP et ses partenaires ont fait l'évaluation des dégâts causés avant de proposer des pistes de solutions pour la sauvegarde de nos routes. Le point avec Ansoumani Toumani Kamara. Pendant que le gouvernement et ses partenaires font l'effort pour améliorer l'état du réseau routier, les infrastructures subissent des agressions multiples. Les destructions appellent de nouveaux financements. Pour les 5 communes de Conakry, par exemple, le coût de réparation des infrastructures dégradées est évalué à plus de 60 milliards de francs guinéens, soit 25% des ressources disponibles du fonds d'entretien routier. Le constat est très triste et voire même alarmant dans la mesure où notre patrimoine routier continue toujours à subir des agressions sous toutes les formes en République de Guinée. Je veux parler notamment des brûlures de pneus lors des manifestations socio-politiques, aussi des tranchées anarchiques, l'élaboration des dos d'âne de façon anarchique et hors norme, l'obstruction de nos caniveaux par des ordures, aussi la surcharge par les transporteurs sur nos routes. Au cours d'un forum de 2 jours, les acteurs font le diagnostic et trouvent des mécanismes appropriés pour lutter contre les agressions de la route. Nous appelons les élus locaux, nous appelons le simple citoyen pour sauvegarder le patrimoine routier parce que les ressources sont rares. Et quand les ressources sont rares, elles doivent être priorisées. Et quand elles sont priorisées, il faudrait que nous avons le courage, le civisme pour entretenir, si vous voulez, ce patrimoine. Il ne s'agit pas de pointer du doigt telle ou telle personne ou tel organisme, mais c'est bien de chercher des solutions pour économiser aussi sur les futurs travaux à faire et assurer une pérennité des investissements qui ont été faits, quoi. Que ce soit par l'Union européenne, par la Guinée elle-même ou d'autres bailleurs de fonds. Aujourd'hui, la vulgarisation du contenu de la loi sur la protection du patrimoine routier devient une nécessité. Pour soutenir l'application stricte de ce texte de loi, tous les acteurs concernés sont mis à contribution pour la répression des actes de destruction de nos infrastructures routières. Le laboratoire national des BTP et les directions régionales des travaux publics ont été dotés ce vendredi d'engins roulants et d'équipements bureautiques. C'est un appui institutionnel de l'Union européenne pour la protection du patrimoine routier. Abdul Karim Kamara.
Depuis plusieurs années, des problèmes techniques sont constatés après la construction des ouvrages et des infrastructures de génie civil en Guinée. Peu de solutions sont apportées faute de matériel adéquat. Pour pallier cette insuffisance, le laboratoire national des BTP ainsi que les directions régionales des travaux publics sont dotés de 3 lots de fournitures, un appui de l'Union européenne pour un coût de plus de 3 milliards de francs guinéens. On met l'accent sur l'entretien et sur la préservation. Donc on veut que les camions sont moins chargés, que les routes sont de meilleure qualité et qu'on entretient le tout. Mais pour cela, il ne faut pas non seulement renforcer les capacités des personnes qui travaillent dans les services publics, donc au niveau central mais aussi au niveau déconcentré, mais il faut quand même aussi de temps en temps du matériel. Désormais, la base de données routière est équipée de véhicules et de 12 GPS pour les relever de schémas itinéraires de terrain. Ce pénétromètre dynamique va permettre au laboratoire des TP de connaître la résistance du sol à une profondeur bien déterminée. La carotteuse, elle, détermine l'épaisseur de la couche des bétons bitumineux et hydrauliques. Le troisième appareil, appelé la presse, travaille à identifier et connaître le comportement du matériau. Ce laboratoire a été équipé depuis 1981. Imaginez, depuis 1981 jusqu'à maintenant, c'est cette année qu'on commence à renouveler ces équipements. Tout était vétus. C'était des vieux équipements, on les utilisait parce qu'on n'a pas d'autres. Nous allons accomplir pleinement notre rôle. L'essentiel va être fait. L'essentiel, c'est quoi? On aura prochainement la possibilité de contrôler si les entreprises nous trichent ou pas dans l'épaisseur des chaussées. Ça nous permettra aussi de vérifier la nature des sols et ça nous permettra aussi d'aider les ingénieurs et nous-mêmes de bien calculer nos types de fondations. L'acquisition de ces outils est un appui institutionnel de l'Union européenne pour la protection du patrimoine routier. C'est la deuxième composante du projet d'appui au secteur des transports du 10e Fonds européen de développement. Projet d'un montant total de 83 millions d'euros. Protection sociale, l'ONG Instrada fait de cette problématique sa priorité. Une nouvelle stratégie est mise en place pour bien mener cette mission. Mais après 3 ans d'activité, les responsables de cette structure font le bilan. Le point avec Younoussa Tawel Kamara. Quelle stratégie faut-il mettre en place pour la réinsertion socio-professionnelle des populations vulnérables en Guinée? C'est la quintessence de cette rencontre qui regroupe les responsables du projet Instrada et quelques groupements de femmes de Conakry. Il s'agit pour les initiateurs d'expliquer à ces femmes la vision du projet, mais également passer en revue le bilan de leurs activités durant 3 ans sur le terrain. Des activités essentiellement axées sur l'assistance sociale aux familles démunies. La Guinée, depuis quelque temps, s'est dotée d'une politique nationale de protection sociale qu'on a accompagnée dans la phase de mise en œuvre. Et donc, pour nous, c'est tout à fait normal que nous participions activement à la vulgarisation de cette politique. Aujourd'hui, on était dans une activité d'information et communication sur la politique nationale en matière de protection sociale, pouvoir comprendre à la population, aux autorités locales, à la société civile et aux bénéficiaires du projet, de quoi la politique concerne et disons comment elle sera mise en œuvre. Selon les responsables de ce projet, beaucoup d'enfants poursuivent régulièrement leurs études dans les bonnes conditions en Guinée. D'autres, par contre, abandonnent très tôt les études faute de moyens. Mais grâce à ce projet, certains élèves qui avaient boudé les salles de classe ont repris le chemin de l'école. Grâce à Sabou Guinée, mon enfant va à l'école maintenant et chaque fin du mois, on m'assiste. Donc aujourd'hui, là où je suis, j'ai la joie dans mon cœur parce que je n'avais personne pour m'aider. En plus de Conakry, le projet Instrada, en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, a également ses antennes dans certaines villes du pays, notamment à Kindia et Labé.
Aux dernières nouvelles, Feu Elhadji Abdourahmane Diallo regagnera sa dernière demeure ce dimanche à Bindi, préfecture de Dalaba. Voilà, c'était tout pour ce soir. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah. Deuxième édition du Forum de l'étudiant guinéen sur l'innovation. Cet événement de 3 jours mobilise plus de 40 000 participants venus de la Guinée, du Burkina Faso, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de l'Inde. Élèves et